Jean-Paul Martos, bonjour. Vous êtes journaliste et notamment chroniqueur au quotidien belge Le Soir, écrivain. Vous êtes aussi un militant des droits de l'homme et conseiller en Europe du CPJ, le Comité de protection des journalistes. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un Américain. Et oui, en Belgique, c'est comme ça qu'on surnomme un tartare de bœuf. Un Américain qui nous a surpris en élisant Donald Trump. Mais est-ce que c'était vraiment étonnant ? Ou n'a-t-on pas voulu voir ce qui allait se passer ? Mais je pense que la presse, par exemple, que ce soit la presse européenne ou la presse américaine, d'une certaine manière, ne pouvait pas s'imaginer que Donald Trump, ce personnage qu'on connaissait depuis toujours, d'une certaine manière, parce que c'est un personnage médiatique extraordinaire, allait, sur base d'un programme qui n'existait pratiquement pas, sauf par une série de déclarations extrêmement dures qui dépassaient, qui allaient au-delà de ce que tolérait en général le discours américain, que ce personnage allait l'emporter. Je pense que la plupart des journalistes américains, habitués à vivre finalement dans un petit milieu où tout le monde se parle avec les mêmes mots et fréquente les mêmes gens, n'a peut-être pas senti qu'il avait la possibilité de l'emporter. Cela dit, rappelons-le, il n'a pas emporté le vote populaire quand même. Il a emporté au niveau des États et est devenu finalement le président des États-Unis. Mais je pense qu'il y a eu, c'est vrai, une espèce d'aveuglement et d'oubli d'une partie de l'Amérique qui apparaît rarement, finalement, c'est vrai, dans les grands médias américains. Mais certains médias, des journaux comme le New York Times ou le Washington Post ont fait leur mea culpa. Le New York Times a même déclaré que dorénavant, ils allaient informer les lecteurs d'une manière plus honnête, plus objective. Ce qui sous-entend que ce n'était pas le cas jusqu'ici, c'est quand même un aveu terrible. Mais je pense peut-être que ce n'est pas vraiment une question d'objectivité ou d'honnêteté. Je pense que c'est une question de focalisation d'une certaine presse de qualité, d'ailleurs, sur des milieux sociaux qui appartiennent en général à ceux qui le ressemblent, et en particulier à une certaine élite cosmopolite qui est grande, qui n'est pas seulement la Maison-Blanche ou les Clinton, mais qui aussi, c'est des millions de personnes qui, eux, s'en sont sortis relativement bien de cette ère de 30 années de globalisation, et ils n'ont pas vu qu'à côté, il y avait une autre population américaine qui, elle, n'acceptait pas cette globalisation, ou estimait qu'elle était victime de cette globalisation, ou cette financiarisation de l'économie, notamment la crise de 2007-2008. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, à côté du New York Times, qui a fait un travail, je trouve, quand même assez remarquable, il y a eu comme à côté de cela un certain nombre de journalistes qui, dans des publications un peu moins puissantes ou dans des médias plus alternatifs, avaient révélé cette cassure. Déjà, moi, j'ai chez moi une dizaine de livres depuis 1992 de journalistes qui disent « Attention, on est en train d'entrer dans une société à deux vitesses ». Il y a même un livre de Stuart Starkey, « The Great Divide », la grande division, paru en 1980, déjà 84. Donc je pense qu'il y avait quand même une prise de conscience, mais elle était limitée à ces journalistes qui n'appartenaient pas à ces cercles de Washington et de New York. Alors regardez, Jean-Paul Martos, quelqu'un qui dit à peu près la même chose que vous. Elle s'appelle Marine Le Pen. On regarde. Les Américains se sont donné le président qu'ils ont choisi et non celui qu'un système installé voulait leur faire valider, comme si les élections n'étaient qu'une formalité, voire une corvée, pour satisfaire les apparences ou les convenances. En cela, la décision du peuple américain doit s'interpréter comme la victoire de la liberté. J'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Belle récupération. Oui, mais elle parle en fait comme Bernie Sanders. Elle ne parle pas comme Trump. Ce qu'elle dit, Bernie Sanders, pour l'avoir dit, puisque lui aussi avait senti cette frustration, ces ressentiments, ce malaise au sein du peuple américain. Et justement, la différence, c'est quoi ? C'est que, comme l'avait fait Roosevelt dans les années 30, qui était confronté à une montée des fascismes aussi aux États-Unis, eh bien, il est sorti par le haut d'un constat commun. Il y avait une population qui se sent oubliée, méprisée, mise de côté, affectée par un système qui a produit d'immenses inégalités. Eh bien, Roosevelt est sorti par le haut en proposant une solution progressiste de solidarité. Bernie Sanders aussi. Donc, ce que dit Marine Le Pen, c'est un constat. La question est de savoir, est-ce qu'elle a les solutions ? Je ne le pense pas. Je pense que les solutions se trouvent du côté de ceux qui estiment que la démocratie, c'est un cocktail extraordinaire entre la liberté et la solidarité. Et ça, Marine Le Pen ne l'a pas. Mais comment ça se fait que le citoyen aujourd'hui, aux États-Unis et en Europe, on le constate aussi, se détourne des partis de gauche qui, en principe, devraient détenir cette solution ? Et je pense qu'une partie des mouvements de gauche se sont de plus en plus intéressés à des questions qui relevaient davantage
de la société, la question de l'avortement, de la libéralisation des mœurs, de l'euthanasie, par exemple. Ça, c'est des questions extrêmement importantes, mais ont oublié finalement la question sociale. Et je crois que c'est le retour du bâton et que c'est vraiment là que va se jouer l'avenir d'une certaine gauche, mais aussi au-delà d'une certaine gauche, l'avenir d'une certaine société. Parce que la société que nous propose Donald Trump est une société aussi fracturée. Elle le sera d'autant plus fracturée si sa méthode, qui est de dire ceux qui sont responsables, ce sont les autres, les Chinois, les Mexicains, les autres, alors qu'on sait très bien que ce type de logique conduit en général au désastre. Et l'enjeu, c'est précisément de faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont même pas de gauche, mais qui ont une vision progressiste de la société, réconcilient ce qui est la justice, l'égalité et les libertés. On a souvent dit que c'était une Amérique défavorisée qui avait voté pour Trump. Mais est-ce que c'est si simple que ça? C'est trop simple parce que parmi l'électorat de Trump, il y a l'électorat traditionnel républicain qui n'est pas nécessairement pauvre. Il y a une partie importante de la population prospère aux États-Unis qui a voté pour les républicains comme d'habitude. Et parmi les militants et les sympathisants démocrates, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux couches les plus défavorisées de la société, notamment au sein de la communauté africaine-américaine et hispanique. Donc non, c'est moins simple que ce qu'on a dit tout de suite après les élections. Ce sont les pauvres Américains qui seront... Ce sont certains pauvres blancs américains qui, de certaine manière, sont passés chez Trump. Jean-Paul Martos, une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez dire à haute voix et sans crainte. Bon, je vais prendre la... Attention, il y a des bonbons également. Oui, ben écoutez, voilà, je prends celle-ci. Des bonbons, ça, ce sont les bonbons. Je prends ceci, je ne vais pas faire compliqué. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Expulser 3 millions de Mexicains au lieu de 11, un bel effort. Oui, finalement, Trump a revu ses prétentions en termes d'expulsion des Mexicains. 3 millions, il dit aujourd'hui, alors qu'il parlait de 11 auparavant. Oui, il s'est rendu compte évidemment de l'immense erreur qu'il a commise, ou la provocation qu'il a commise en parlant de 11 millions de Mexicains, pour deux raisons. D'abord, les États-Unis ne peuvent pas se passer finalement de ce voisin puissant qu'est le Mexique. 100 millions de personnes, c'est un symbole d'Amérique latine. De plus, des millions de personnes parmi les fameux clandestins dont il parle sont des personnes qui remplissent aux États-Unis des fonctions économiques et sociales extrêmement importantes. Et donc il a ramené ça à 2-3 millions en disant que ce sont tous des criminels, ce qui est aussi un abus de langage. Jean-Paul Martos, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans cet Américain.